Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce dernier live de la journée. Donc, nous allons parler ce soir de notre bachelier en bachelier sage-femme de la Haute École Libre de Bruxelles, Ilia Prigogine. Et pour ce faire, j'accueille Bouchra et Églantine, qui sont toutes Bonsoir. les deux, bonsoir, qui sont toutes les deux enseignantes dans notre bachelier sage-femme, mais qui sont aussi toutes les deux actives en milieu professionnel en tant que sage-femme. Alors bon, il y a plusieurs, évidemment, je vais leur poser différentes questions. Bonsoir à tout le monde, je vois que tout le monde se salue dans le chat, c'est super cool. N'hésitez pas donc à poser vos questions en commentaire du live. On va d'abord donner une petite explication un peu générale sur le cursus, mais le but dans la foulée, ça va effectivement être de répondre à vos questions parfois plus spécifiques que vous vous posez. Donc, du coup, première question, est-ce qu'on peut définir un petit peu en quoi consiste le métier de sage-femme? Oui, Églantine, je te laisse la parole. Donc, une sage-femme, en fait, c'est un ou une professionnelle de première ligne qui est compétente pour accompagner, pour conseiller, pour prodiguer, dispenser des soins aux femmes, aux couples et à leurs nouveau-nés. Et elle peut faire ça aussi bien avant que pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant la période postnatale. Et donc, avant la grossesse, elle peut proposer des consultations préconceptionnelles. Et pendant la grossesse, elle peut proposer un suivi médical de grossesse. Elle peut diagnostiquer la grossesse. Elle peut prescrire les examens qui sont nécessaires au bon déroulement de la grossesse. Elle peut aussi prescrire certains médicaments. Et tout ça en collaboration donc avec le gynécologue. À partir du moment où il y a un certain risque ou une pathologie, alors là, elle réfère vers le gynécologue. Elle peut aussi proposer des préparations à la naissance pendant cette grossesse, et à la naissance et à la parentalité aussi, c'est super important. Et elle peut aussi apporter du soutien et des soins lorsqu'il y a des situations comme les fausses couches ou un deuil périnatal. Pendant l'accouchement, alors la sage-femme peut pratiquer l'accouchement de manière autonome à partir du moment où il n'y a pas de risque pour le bébé et pour la femme. Dans ce cas-là, alors s'il y a des risques ou une pathologie, alors on travaille en collaboration avec le gynéco. Elle peut proposer donc en postnatal, elle va dispenser les soins à la maman et au nouveau-né. Elle va aussi accompagner donc les parents dans leur parentalité, donc elle va soutenir la parentalité, et ce pendant la première année de vie de bébé, voire plus. Donc voilà, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas uniquement les premiers jours après la naissance, ça peut être étalé voilà, de façon plus lointaine. Et elle va accompagner dans le cadre de ce suivi aussi à l'alimentation du bébé, donc l'allaitement maternel, l'allaitement artificiel. Elle va pouvoir conseiller et prescrire aussi en matière de contraception. Et elle va conseiller dans plein d'autres domaines, donc dans la diversification alimentaire, dans des conseils dans le portage physiologique du bébé et plein d'autres choses. Voilà, c'est à peu près, c'est un condensé de ce que la sage-femme peut faire. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on peut faire une fois qu'on a le diplôme sage-femme, mais il existe plein d'autres possibilités de formation autour de ce diplôme. Et donc, on peut proposer par la suite se former en hypnose, en autonomie, en portage et plein d'autres choses. Et pour pouvoir proposer tout ça, tous ces outils en prénatal, en postnatal ou alors lors d'ateliers collectifs. Donc voilà. Merci beaucoup, Églantine. Euh, on va revenir un peu plus concrètement du coup sur notre formation, sur ce bachelier qui est donné à la Haute École Libre de Bruxelles, Ilia Prigogine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où se passe la formation? Donc sur quel campus, bâtiment? Oui, donc en fait, on est sur le campus Erasme. Donc, ça se situe vraiment là où il y a l'hôpital Erasme à Anderlecht. Et notre bâtiment, c'est le bâtiment P. Donc, c'est vraiment à 2 minutes de l'hôpital Erasme.
Et c'est assez accessible. En fait, il y a le métro qui va donc du centre-ville, de gare, peu importe. Du moment, on peut vraiment y arriver facilement. C'est bien desservi et il y a régulièrement le métro qui arrive. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc principalement, on est là. On occupe aussi parfois les locaux pour tout ce qui est simulation, parce qu'on travaille avec l'ULB par rapport à la simulation. Et donc là, on reste sur le campus Erasme, mais on va plutôt du côté, c'est à 5 minutes, hein, du côté de la faculté de médecine. C'est ça, au Simlabs. Oui, c'est ça, le Simlabs, oui, tout à fait. Ouais, donc qui est le laboratoire de simulation et qui est donc effectivement est un bâtiment dans lequel on a plusieurs locaux qui reproduisent en fait le contexte de l'hôpital, quoi. Ouais, tout à fait. J'en parlerai un petit peu quand je parlerai des laboratoires pratiques parce que ça en fait partie, un Ouais. peu des stages aussi. Dire quelques mots là-dessus parce que c'est vraiment une grande chance d'avoir ce laboratoire justement. En effet, c'est un magnifique outil. On va revenir évidemment sur certains points plus spécifiques de la formation, mais est-ce qu'on peut dans un premier temps donner un peu un aperçu, donc expliquer un peu comment se structurent les 4 années de la formation? Oui, donc on est sur 4 années, ce qui est un peu atypique puisqu'un bachelier en général c'est 3 années, mais on reste en titre de bachelier. Donc on n'est pas en master comme d'autres formations, on est en 4 années. Donc c'est un bachelier qui s'organise sur 4 blocs. Donc on a le premier bloc qui représente la première année, le deuxième bloc, troisième bloc et quatrième bloc qui est le bloc finaliste. Et donc toute la formation comporte 240 CTS. Donc ça, c'est le nombre d'heures de cours donnés. Ça comprend les stages aussi, le travail de fin d'études, parce qu'il y aura un travail de fin d'études à rendre à la fin du bloc 4. Et chaque bloc comporte 60 CTS, normalement. Parce que je vais expliquer après que parfois, on peut avoir des blocs qui sont plus importants, des ECTS, une année avec des ECTS plus importantes. Et donc, c'est 60 x 4, ben, on arrive à 240 ECTS. Pour la première année, qu'est-ce que je peux dire? Donc là, en général, tout le monde commence à 60 ECTS, puisqu'on démarre. Et puis, il y a une possibilité de réussir, entre guillemets, puisque c'est le nouveau décret Marcourt, hein, le décret paysage, de passer au bloc 2 en ayant validé que 45, un mot, mais déjà 45 ECTS. Et les crédits qu'on n'a pas validés, en fait, ce qu'on appelle des crédits résiduels, ces crédits-là, on les emporte avec nous au bloc 2. Et donc, on garde notre année de 60 ECTS du bloc 2 plus les 15 crédits qu'on emporte. Donc, en fait, l'idéal, c'est vraiment de valider ces 60 crédits parce que sinon, on se retrouve avec des années assez chargées. Nous, ce qu'on conseille vraiment de valider un maximum de crédits puisque c'est quand même une formation où il y a pas mal de stages avec des horaires qui se calquent aux horaires des professionnels. Donc, c'est assez fatigant, ça demande beaucoup d'énergie et donc avoir des années plus de 60 CTS, c'est assez compliqué. Oui. Donc, voilà plus ou moins comment se passent les 4 blocs. Donc, je parlerai après des stages, hein, mais en gros, il y a toujours une partie stage, une partie cours, plus des laboratoires pratiques. Il y a des activités de formation pratique aussi qu'on organise, qu'on appelle AFP. Et donc là, c'est vraiment permettre l'ancrage de la théorie dans une situation clinique apportée par les professeurs ou par les étudiants parfois aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les étudiants où on n'est pas dans le contexte de stage ni dans le contexte d'un examen de cours et c'est vraiment pouvoir donner la chance d'ancrer la matière en fait. Donc voilà, je pense que plus ou moins je réponds, puis j'irai plus en détail au niveau des stages et de... Justement, peut-être pour aller un peu plus en détail, une question que j'avais déjà reçue avant le live, en amont du live, c'était par rapport au cours, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de pratiques, mais cette pratique, elle va arriver progressivement, évidemment, pendant la formation. Du coup, en première année, encore après, mais surtout en première année, on va avoir une série de cours plus scientifiques. Hein. Je pense qu'il y a de la biologie, de la biochimie. Donc, est-ce qu'il y a un niveau de départ qui est souhaitable pour les étudiants? Est-ce qu'il est souhaitable d'avoir fait des études scientifiques avant ou pas spécialement?
Déjà, nous, on ne fonctionne pas avec un examen d'entrée. Donc, on donne l'opportunité à tout le monde de pouvoir s'inscrire. Au niveau d'avoir fait des études plus scientifiques avant, c'est vrai que ça peut aider au niveau de la biochimie et des choses comme ça, mais c'est un atout, clairement, mais c'est pas nécessaire. On peut très bien réussir en ayant fait des études littéraires avant ou voilà. Ce qui est vraiment important dans ces grosses matières-là, hein, qui sont quand même biologie, biochimie, il y a physiologie, anatomie qui est quand même un très très gros cours. C'est vraiment le travail régulier. Ça dépend vraiment de l'organisation de l'étudiant et il faut vraiment pouvoir faire des fiches, des résumés après chaque cours et c'est ce qui va permettre de pouvoir suivre le cours et de pouvoir ne pas être perdu. En fait, c'est plus dans la quantité que dans la difficulté, puisque c'est assez abordable au niveau des cours. On n'a pas de mathématiques ou de physique comme dans certaines autres formations où là, il faut quand même une certaine base au niveau scientifique. Ouais, donc c'est surtout une question d'assiduité, quoi. A Oui, priori, c'est à la portée pour tout le monde, mais il faut d'emblée suivre les cours et assimiler toute la matière. Ouais. Il n'y a pas vraiment de cours. et beaucoup de motivation parce que, je l'ai dit un petit peu avant, mais c'est vrai que c'est très exigeant parce qu'il y a une petite partie de stage qui arrive progressivement, mais qui arrive quand même assez vite dès la première année, hein. Et donc, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation. Et la première partie de stage en première année est accessible seulement si on réussit certains Oui, examens. Ouais, ouais. est accessible que comme ça. Ouais. On va en parler après pour la partie stage, parce que ça, c'est. Et du coup, pour les étudiants, ce qu'on appelle les primo-arrivants, hein, donc les étudiants de première année, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est mis en place pour les aider, donc par rapport à ce type de matière ou de manière plus générale? Parce qu'on sait que le pas depuis les secondaires, par exemple, bon, ok, nous, c'est pas universitaire, c'est une autre école, mais c'est quand même une autre manière de travailler. Les étudiants doivent souvent être un peu plus autonomes. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les aider? Oui, donc la grosse différence avec le secondaire, hein, c'est que nous, on n'a pas d'évaluation après un chapitre de cours ou des choses comme ça. Donc l'évaluation se fait quand le cours est terminé totalement. Donc ça, c'est la différence. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut en fait vraiment travailler de manière régulière. Il n'y a personne qui va venir vérifier si on a étudié ou pas. Donc ça demande quand même une certaine autonomie qui n'est pas facile parce que c'est une autre méthodologie de travail par rapport au secondaire. Et donc, nous, dans la section, parce qu'il y a des choses qui sont organisées par la haute école, donc le service d'aide à la réussite, mais ça, Olivier, je pense que tu dirais un mot là-dessus. Tu es plus expert pour moi que moi dans ce domaine. Mais nous, qu'est-ce qu'on met en place au niveau de de la section? C'est que d'abord, on organise des laboratoires libres, qui sont des laboratoires où on a le choix de s'inscrire ou pas. Et c'est des laboratoires où on va pouvoir réviser on met une date, les étudiants ont la liberté de s'inscrire ou pas et ils choisissent eux-mêmes le thème qu'ils ont envie de revoir. Et donc nous, on assume une permanence pour préparer le matériel et tout ça, mais aussi pour répondre aux questions des étudiants. Donc ça, c'est quand même une petite, c'est pas énorme, mais c'est quand même, ça aide pas mal les étudiants. Et alors, ce qui est organisé aussi au niveau de la section, c'est que en première année uniquement, il y a une session d'examen en janvier. Il faut savoir que si les étudiants loupent quelques examens à ce moment-là, ils ont une deuxième chance en juin. Et puis à ce moment-là, s'ils loupent toujours, il y a toujours la deuxième session qui se passe en août. Donc il y a quand même en première année possibilité de passer 3 fois les examens. Ça, c'est au niveau de ce qui est mis en place au niveau de la section. Maintenant, on va peut-être dire un petit mot sur le SAR, donc le service d'aide à la réussite. C'est ça, on a un service d'aide à la réussite qui est présent pour toutes nos formations, hein. Et donc, il y a plein de choses qui sont mises en place, qui peuvent parfois être un peu différentes en fonction des formations. Donc ici, pour sage-femme, je ne sais pas exactement, mais globalement, c'est un petit peu le même principe. Donc, c'est des activités de remédiation, donc qui sont proposées un petit peu tout au long de l'année et qui sont généralement inclus dans les horaires de cours pour essayer de ne pas surcharger l'emploi du temps de l'étudiant. Et donc, elles permettent à l'étudiant en fait de s'approprier davantage les contenus avec des exercices pratiques, des explications supplémentaires, des reformulations, des choses comme ça.
Ce que le SAR propose aussi, c'est des ateliers de méthodologie du travail. Donc, on le disait, c'est vrai que dépendant de votre parcours scolaire avant, vous n'avez pas nécessairement toujours la bonne méthode pour appréhender les cours, pour assimiler toute cette matière. Donc là, il propose aussi toute une série d'ateliers que vous pouvez choisir un peu à la carte. Ça peut être la manière de prendre des notes, la manière de synthétiser du contenu, etc. Il propose aussi une analyse réflexive des résultats par rapport à l'évaluation, c'est-à-dire que quand vous avez une session d'examen qui s'est par exemple pas très bien passée, ben voilà, ils peuvent aussi vous aider à mieux comprendre en fait ce qui s'est mal passé, et comment y remédier pour la fois suivante. Voilà, c'est quelques exemples, mais c'est vrai que on a cette cellule SAR qui est présente, qui est très active, et il faut pas hésiter justement à en tirer profit quand on rencontre des difficultés au début. Et je vais juste rajouter une petite chose. En fait, on a la chance d'avoir dans l'équipe une enseignante sage-femme qui a un master en psychopédagogie. Donc, elle est coordinatrice pédagogique de notre section. Et elle organise aussi, enfin, à la demande de l'étudiant, évidemment, parce que c'est pas possible de convoquer ou de voir tous les étudiants, mais à la demande des étudiants, il y a des rendez-vous qui sont possibles pour revoir son programme, justement, se dire, tiens, là, si l'année devient difficile, je dois travailler, je dois faire ci. Et elle essaie vraiment, on essaie d'organiser, de voir si on peut étaler, s'il y a des choses, qu'est-ce qui est prioritaire de passer cette année-ci. Et donc ça, c'est quand même une grande opportunité aussi au niveau de la section d'avoir cette référente pédagogique. Peut-être un petit mot sur le type de débouché suite à la formation. Oui. Oui, donc la liste est longue, hein. Donc la Ouais. sage-femme peut travailler dans de nombreux domaines. Bah, déjà, le plus présent, c'est le milieu hospitalier. Donc, la sage-femme peut, dans les hôpitaux, travailler en clinique de fertilité ou centre de procréation médicalement assistée. Elle peut travailler aussi dans les services de consultation, donc prénatal, postnatal, les consultations d'allaitement. Elle peut travailler évidemment dans les services classiques d'hospitalisation, donc la maternité, la salle d'accouchement, les grossesses à risque aussi, le service de néonatologie et aussi parfois dans certains hôpitaux dans le quartier opératoire, donc plus pour le domaine obstétrique et fertilité. Elle peut travailler aussi dans l'hôpital dans le cadre plus de missions d'éducation aux patients, donc des séances d'information ou des préparations à la naissance. Elle peut avoir aussi une fonction de cadre sage-femme. Bon, pour ça, il faut un diplôme en plus, hein. Il y a une licence en santé publique ou enfin, voilà, d'autres formations pour être cadre. Elle peut être sage-femme libérale. Donc, soit complémentaire, parce qu'à côté, elle travaille à l'hôpital ou elle est employée dans une autre structure, ou soit à titre principal. Donc, dans ce cadre-là, elle peut faire plein de choses, des consultations donc, préconceptionnelles, des consultations prénatales, des préparations à la naissance. Elle peut accompagner aussi les patientes, donc une indépendante peut accompagner les patientes à l'hôpital quand elle a une convention avec cet hôpital pour les accouchements. Elle peut aussi travailler en extra-hospitalier, donc en maison de naissance, à domicile, en gîte aussi, en gîte de naissance. Elle peut aussi travailler en plateau technique. Donc ça, c'est une indépendante qui va en plateau technique. C'est une sage-femme qui va faire un accouchement dans l'hôpital où on ouvre la possibilité à ces indépendantes de faire des accouchements en plateau technique. Bon, c'est pas dans tous les hôpitaux, mais ça, voilà, ça s'ouvre tout doucement. Donc, il faut une convention avec l'hôpital, évidemment. Et elle peut faire des consultations postnatales. Elle peut travailler aussi dans l'enseignement, donc comme nous, hein. Donc, on peut être soit maître de formation pratique, donc proposer des supervisions dans les milieux hospitaliers aux étudiantes, venir les superviser. Et on peut aussi donner des cours pratiques en ayant aussi le KPS. Il faut passer voilà, un petit diplôme. On peut être maître assistant quand on est dans l'enseignement. Donc pour ça, il faut un master pour pouvoir donner l'accès pour donner des cours théoriques. Elle peut être aussi chercheuse en université, voilà, mener des études. Elle peut travailler aussi à l'ONE, donc l'Office de la naissance et de l'enfance, comme travailleuse médico-sociale.
Elle peut aussi travailler dans les maisons médicales, dans les associations, donc en rapport avec la santé des femmes, des familles, donc violences familiales, les mutilations génitales et tout ça, les centres de réfugiés. Elle peut travailler aussi dans les centres psychomédico-sociaux, donc les centres PMS, plus en soutien à la parentalité ou bien pour détecter des maltraitances, des violences conjugales ou des choses comme ça. Elle peut travailler aussi dans les plannings familiaux. Elle peut aussi travailler pour une société d'intérim, hein, il y a des sages-femmes qui font ça. Et elle peut travailler aussi en association humanitaire, comme les projets comme Médecins sans frontières ou ce genre d'association. Donc voilà, la liste est longue, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est les lieux principaux où on peut travailler en Belgique en tout cas. Effectivement, c'est assez impressionnant. Je m'attendais pas à autant un panel aussi large en fait. Ouais. Je voudrais juste ajouter une petite Oui. chose. On dit souvent qu'au niveau hospitalier, c'est bouché, mais on ne doit pas oublier aussi qu'il y a eu Marie de Bloch avait aussi réduit le temps d'hospitalisation du séjour à la maternité, que ce soit pour une césarienne, une femme qui avait accouché. Ben avant, elle restait 4-5 jours, maintenant, c'est que 48 heures. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin de moins de sages-femmes de ce fait-là, mais au niveau indépendant, ça s'est beaucoup développé justement parce que ces femmes-là doivent être suivies à domicile. Et donc, il y a vraiment, par rapport à il y a 15 ans, au niveau de l'activité libérale, ça s'est vraiment beaucoup développé. Il y a une grosse demande. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter par rapport à ça. Ça se développe très bien. Ça commence à rentrer dans la culture aussi des couples, d'avoir une sage-femme. C'est des choses qui commencent à changer énormément. Donc, voilà. Par rapport à l'activité indépendante, il y a vraiment beaucoup d'offres, hein. Je pense, Églantine. Oui, plein de possibilités. On vient d'en citer plusieurs, mais voilà, il y a de nombreux endroits où une sage-femme peut travailler à sa place. Ouais. Ouais, tout à fait. Surtout que tous les couples en fait, qui sortent après 48 heures, enfin tous les couples mère-enfant qui sortent après 48 heures, doivent être vus et suivis par une sage-femme. Donc, au final, ça s'équilibre bien. Ouais. Mais merci pour toutes ces précisions. Suite à ce bachelier de 4 ans, est-ce qu'il existe des passerelles vers d'autres formations? Est-ce qu'il y a des formations complémentaires? Oui, alors, il y a toujours la possibilité de faire plusieurs masters. Ici, j'en ai repris deux qui sont les plus fréquents que les sages-femmes font. Il y a le master en sciences de la famille et de la sexualité. Donc là, c'est vraiment, au final, la continuité de la sage-femme, proposer des consultations de sexologie, par exemple. Euh, Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le master en santé publique avec plusieurs sous-options, par exemple tout ce qui est éducation à la santé. Et donc ça permet de donner cours, mais ça peut aussi permettre de travailler au GAMS, par exemple, de faire de la recherche. Ça peut permettre de travailler dans l'élaboration des projets de loi aussi. Pas mal de choses qui s'ouvrent en fait après. On n'a juste pas dit que la profession de sage-femme, on a une obligation légale de faire 75 heures de formation continue dans les 5 ans. Chaque 5 ans, on doit faire cette. Voilà. Donc, on est quelque part obligé, mais ce qui est très bien parce que ça évolue énormément. Les lois aussi évoluent par rapport aux compétences de la sage-femme. Et donc, on a aussi ces 75 heures-là. Et là, on peut aussi faire des formations en hypnose, en sophrologie, en autonomie qu'on peut proposer justement pour les préparations à la naissance. Oui, mais en particulier, enfin, dans ces 75 heures, on nous demande surtout d'avoir le maximum d'heures de formation de base, donc des formations comme la réanimation du nouveau-né, voilà, des formations un peu plus de base. Et après, oui, il y a quelques heures qui sont réservées plus à des formations plus alternatives comme l'hypnose, etc. On peut nous demander, on peut être contrôlé, hein, on doit donner la preuve de nos 75 heures de formation toutes les 5 ans. Voilà, parce qu'on a l'obligation de formation continue au fur et à mesure de notre parcours. Et voilà, et sur le côté, rien ne nous empêche de faire des formations de courte durée pour avoir vraiment beaucoup d'outils dans notre petite caisse de sage-femme. Voilà. Est-ce que certaines de ces formations continues se donnent à la Elbe, puisque je sais on a le CREA, hein, qui est Oui. le... Donc, il y a le certificat en maïeutique.
Mais ça, c'est le CREA, mais avec plusieurs hautes écoles. Ça, c'est un certificat qui est sur 2 ans, je pense, ou Un an que c'est cette année, je pense. c'était un an, je sais plus. Enfin, je sais plus exactement le nombre de CTS parce que c'est assez récent. C'est via le CREA aussi, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc en fait, ce certificat-là, c'est un certificat plus approfondi au niveau de la physiologie, parce qu'on a dit que le rôle de la sage-femme, c'est principalement la physiologie. Elle doit pouvoir détecter évidemment quand on est dans une situation qui est pathologique ou on a plus de risques d'entrer dans une pathologie. Et donc là, on a 1 an ou 2, ça il faudra vérifier, pour justement approfondir ça. C'était une demande aussi de plusieurs sages-femmes, hein, parce que de plus en Oui. plus on en libéral, il y a des accouchements à domicile, et donc il y avait un peu ce manque-là. Et il y a aussi le certificat avec le CREA de tout ce qui est violence faite aux femmes, violence conjugale, qui est tout nouveau en fait, qui a commencé en janvier de 2021. Donc ça, c'est via le CREA, c'est ce qu'on propose via le CREA chez nous. Il y a aussi la prescription médicamenteuse aussi qui est proposée, je pense, à l'école. Oui, mais ça, c'est pour Les sages-femmes qui n'ont pas pu oui, les être, anciennes sages-femmes, mais normalement, nos étudiantes sages-femmes qui rentrent, elles ont cette formation. les cours sont adaptés pour pas passer justement ce certificat, parce qu'avant, on ne pouvait pas prescrire de médicaments, donc les études n'étaient pas adaptées. On avait des cours de pharmacologie générale, mais on n'avait pas vraiment des cours de pharmacologie approfondis pour pouvoir prescrire. Et donc, une fois que la loi a changé, on a pu prescrire, ça c'était très chouette, mais il fallait former les personnes qui n'avaient pas été formées. Et donc, ce certificat-là en pharmacologie concerne juste les anciennes sages-femmes depuis, je ne sais plus quelle année, je me demande si c'est pas 2007 ou 2008, je ne sais plus, il faudrait vérifier, ou c'est un peu plus récent. Mais en tout cas, les sages-femmes qui rentrent à la Elbe maintenant n'auront pas besoin de passer ça, puisque le programme a été revu, et donc elles ont tout à fait elles reçoivent, d'ailleurs avec leur diplôme, elles reçoivent en plus ce certificat pour pouvoir prescrire des médicaments. Au moment où elles reçoivent leur diplôme, donc il y a un petit certificat avec le diplôme. Merci beaucoup. J'aimerais bien revenir un petit peu sur l'aspect, sur la pratique. On l'a dit tout à l'heure, hein, donc c'est quand même une formation de 4 ans. Est-ce qu'on peut un petit peu détailler les cours pratiques et donc aussi par rapport au bloc que tu disais? Donc on a un bloc 1, bloc 2 qui correspondent chaque fois aux années. J'imagine que ces cours pratiques sont de plus en plus présents. Est-ce qu'on en a déjà en première? Et puis comment est-ce que ça se module sur l'ensemble des 4 années? Donc, au niveau des cours pratiques, il y a 2 choses. On va en simulation, donc au Simlabs, comme on l'a dit Ouais. tout à l'heure. Ça, c'est une chose, enfin, c'est un des aspects. Et puis, on a tout ce qui est laboratoire. Donc, les laboratoires commencent dès la première année, où on va apprendre déjà à faire un toucher vaginal, à voir un monitoring. Enfin, ici, j'utilise des termes un petit peu spécifiques. Je vais essayer de ne pas trop utiliser ça, mais on commence déjà à avoir des laboratoires pratiques parce que nos étudiants, dès la première année, vont en stage à la maternité. Ça, c'est une nouveauté. Ça fait quelques années seulement qu'on fait ça. Je pense que pas toutes les hautes écoles proposent des stages en maternité dès la première Dès la année. première. Oui, Un stage parce que d'observation alors. non, non, Oui. justement, comme elles ont ces laboratoires et que, comme a dit Églantine, pour avoir accès au stage, on fait un examen avant. Donc, un Elles doivent examen valider la de théorie, soins, oui. elles doivent avoir validé cet examen, donc de soins généraux, prendre une tension, les basiques, quoi, prendre une tension, pouvoir donner des médicaments, des choses comme ça. La théorie de ce cours de pratique. Et alors, il faut avoir validé aussi l'examen de postpartum, donc l'examen, si vous voulez, de maternité, comment s'occuper d'une patiente en maternité, mais qui est quand même très basique, hein. On est bien sur le basique, donc c'est pouvoir s'occuper d'une patiente en maternité où tout va bien chez cette patiente et chez ce bébé-là. Donc pas de stress, le premier jour on est encadré par l'équipe de l'hôpital, et nous on vient voir nos étudiantes aussi 2 fois pendant le premier stage de maternité. On vient les évaluer de façon formative et certificative, mais l'année prochaine, on passe qu'aux formatives. Et donc, ça, c'est très bien aussi que ce soit comme ça. Mais donc, ça, on avait fait parce qu'il faut savoir que au bloc 1, on a beaucoup de cours en commun avec les infirmières, avec les BSI.
Et donc, c'est vrai qu'on avait on avait les étudiants parfois qui disaient: «Ah, mais je ne sais pas trop si je vais faire ça». Elles ne voyaient pas vraiment le concret, elles n'avaient que les cours théoriques. Et donc, on a pu modifier et les mettre en maternité assez vite pour justement voir est-ce que ça leur plaît vraiment, est-ce que c'est ce qu'elles ont envie de faire. Parce qu'entre voir la théorie et tout ça et le réel qui est la pratique, il y a quand même une grosse différence. Donc, je ne sais plus quelle était la question parce que je suis un peu partie. Là, du troisième Je parlais troisième des dossier. pratiques, donc Ouais, donc il y a des laboratoires dès la première année. Et puis, c'est vrai qu'en deuxième année, en troisième année et en quatrième année, il y a des laboratoires. Le nombre d'heures, ce n'est pas tellement dans le nombre d'heures où ça change, mais c'est surtout dans la complexité de ce qu'on va faire au niveau pratique, en fait. ok, Et effectivement, au plus on a du bagage théorique acquis dans les blocs précédents, au plus on va pouvoir aller dans la complexité des actes. c'est ça, c'est des actes de plus en plus Oui. complexes. Ouais, Et ce qu'on propose en simulation, donc au SimLab, en fait, on avait aussi remarqué que souvent, quand il y avait une situation d'urgence en réel, hein, donc en stage, les étudiants étaient un peu mis de côté parce que là, on est dans la vraie vie. Il faut pouvoir réanimer un bébé, gérer une hémorragie. Et donc, c'est pas à ce moment-là qu'on va dire à l'étudiant, je voudrais voir comment tu fais pour gérer ça. Et donc, c'est vrai que parfois, on mettait les étudiants de côté. Et donc, en simulation, c'est vraiment, on est dans une chambre d'hôpital. On a un mannequin qui est une patiente avec un vrai bébé, j'allais dire, un bébé dans le ventre. Mais cette patiente, quelque part, elle est vivante parce qu'elle est gérée par un ordinateur. Elle respire, elle parle, elle perd du sang, elle rompt sa poche des os, elle accouche. Et donc, ça nous permet vraiment de mettre les étudiants dans cette situation qui est vraiment très très proche de la réalité et après de débriefer. Le but, c'est pas d'évaluer en simulation. Pour l'instant, nous, on n'évalue pas du tout. C'est de débriefer en groupe et de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme ajustement ou qu'est-ce qui a été très bien fait aussi pendant la simulation. c'est ça. Donc tout est analysé, filmé, il y a une salle de débriefing à côté, c'est ça? Oui, tout à fait. On débrief et c'est vraiment ce qui est très chouette dans la simulation, parce qu'on en fait, moi j'en ai fait pas mal, et Églantine aussi, je pense, c'est qu'il y a tout ce côté-là réel et en même temps, il y a tout ce côté qui n'est pas évalué avec des points ou évalué parce qu'on est stressé, parce que c'est une vraie patiente. Et donc, ça nous permet vraiment de débriefer tranquillement avec les étudiants. Même nous, on est beaucoup moins stressés que dans la réalité. Et donc, ça, c'est très chouette pour les étudiants. Ben, Ouais. c'est génial parce que c'est ouais, c'est vraiment une étape intermédiaire entre la théorie et le vrai patient. Là, tu te retrouves vraiment dans un contexte qui est très proche de la réalité, mais Tout à fait. effectivement, il y a une part de stress qui est évacuée, quoi. Ouais, tout à fait. Et par exemple, pour les réanimations, parce que nous, en salle d'accouchement, on est amené parfois à réanimer des bébés. On est en première ligne, donc quand on peut prévoir, on appelle le pédiatre et on doit l'assister de toute façon. Mais parfois, on est en première ligne, on n'a pas eu le temps de prévenir le pédiatre parce que tout allait bien, mais au moment où le bébé sort, il ne va pas bien du tout et il faut pouvoir le faire. Et donc, c'est vrai que les étudiants n'ont pas forcément l'occasion, comme je l'ai dit précédemment, de le faire en stage. Et ici, avec les professeurs BSI qui sont de la section pédiatrique, elles peuvent vraiment faire une réanimation sur un bébé qui respire, ou le rythme cardiaque n'est pas bon, il faut vraiment le ventiler. Et donc ça, c'est très chouette. Dans vraiment tout ce qui est urgence, c'est vraiment intéressant la simulation. Donc voilà pour les pratiques, c'est ce qu'on propose en 1, 2, 3, 4. Donc une partie laboratoire, une partie simulation et les AFP dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des activités de formation pratique où là, il n'y a pas vraiment de pratique, mais on réfléchit sur une situation clinique ensemble et on se dit, tiens, au niveau pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu mettras en place? Et donc ça, c'est très intéressant. Et alors, il y a aussi une petite chose qu'on a développée, c'est ce qu'on appelle des vignettes cliniques. En fait, les vignettes cliniques, c'est les étudiants apportent une situation, c'est un peu comme les AFP, mais c'est juste qu'on travaille plus en profondeur. Elles travaillent en petits groupes, elles ont une situation clinique, et les idées, c'est de faire un raisonnement clinique, comme on ferait à l'hôpital, dans une situation réelle, et de pouvoir proposer des conduites, mettre les données pertinentes en avant, proposer les risques, voir qu'est-ce qu'il y a comme risque, et mettre des conduites à tenir.
établir une liste des conduites à tenir. Et donc là, ça intègre évidemment la pratique, puisque dans la situation réelle, est-ce que je mets une perfusion à ce moment-là ou est-ce que j'en mets pas? Est-ce que je la change de position pour l'accouchement? Et tout ça est vraiment travaillé dans les vignettes cliniques aussi. Voilà. Merci, ouais, c'est très intéressant. Et on voit que, bah oui, la pratique, mais il y a de nombreux aspects différents qui sont abordés. Peut-être un petit mot sur les stages aussi, donc voir un petit peu, est-ce qu'il y a plusieurs stages, à quel moment du bachelier ils interviennent. Et alors, je l'ai vu passer dans les questions. Après ça, on va peut-être rebondir sur certaines questions parce que je crois il y en a pas mal. Mais au niveau des stages aussi, je pense qu'il y a une question qui disait est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est l'équipe pédagogique, l'école qui trouve les stages ou est-ce que les étudiants doivent faire eux-mêmes la démarche voilà. Non, Donc, dans la nous, majeure partie des cas, c'est l'école qui trouve les stages. la plupart des stages, il y a des exceptions, mais c'est vrai que nous, on a fait ce choix-là. C'est pas dans toutes les hautes écoles, hein. Il faut savoir, c'est qu'on choisit, on trouve le terrain de stage parce que toutes les étudiantes sont évaluées par les professeurs. Donc il y a une matinée de 5 heures ou ça peut être une après-midi où le professeur vient, prend l'étudiante et fait un accompagnement avec cette étudiante-là. Ça peut être une fois ou deux fois ou trois fois pendant la durée du stage. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel l'équipe pédagogique sage-femme tient beaucoup, c'est de pouvoir nous aussi évaluer nos étudiantes, parce qu'elles sont évaluées de manière continue par les professionnels du terrain, mais nous aussi, parce que nous, on propose des évaluations formatives, donc on va voir l'étudiante, on travaille avec elle, on essaie de mettre des choses en place et tout ça, puis évidemment, il y a une certificative qui arrive en fin de stage, et donc là, ça, c'est quelque chose d'important, et donc, pour pouvoir organiser ça, on trouve toujours les terrains de stage. La seule exception, c'est qu'en quatrième année, donc en bloc 4, elles ont un stage au choix. Donc ça, elles doivent trouver elles-mêmes, mais ça, en général, elles aiment bien parce qu'elles partent aussi en dehors de la Belgique. Elles vont parfois en Afrique, en Asie, enfin, c'est assez large. Retour de France, si elles sont Les françaises. Françaises peuvent retourner aussi en France, puisque en général, elles retournent travailler et parfois, souvent, elles restent en Belgique, hein, parce qu'elles aiment bien. Mais ça leur permet aussi de voir un peu comment ça fonctionne en France et donc ça leur permet aussi de pratiquer dans leur pays. Ça, c'est important pour elles. Et Oui. donc, il y a ces semaines-là qu'elles doivent trouver, mais elles sont prévenues. On n'a jamais de problème par rapport au fait de trouver un terrain de stage. C'est juste 4 semaines, je pense, de stage au choix qu'elles doivent trouver. Et au niveau des terrains de stage, ben, c'est tous les hôpitaux, quasi tous les hôpitaux sur Bruxelles, mais elles peuvent aussi aller à Ath, à Braine-l'Alleud et à Tivoli, donc à la Louvière. À Tivoli, ouais. C'est La trois qui Louvière, oui. sont un petit peu en dehors de Bruxelles. Vraiment les lieux de stage principaux qu'on choisit pour elles. Voilà, donc je vois Léa, mais Bouchra, tu avais plus ou moins répondu à la question. Hein. Léa qui demande peut-on faire nos stages en France? Donc oui, mais est-ce que ça concerne tous les stages ou seulement le stage de quatrième année? Le stage de quatrième année seulement, parce que Okay. justement le fait qu'on insiste qu'elles soient évaluées par nous, qu'il y ait un suivi, hein, on les laisse partir qu'en quatrième année parce qu'on se dit voilà, elles ont un certain bagage, elles pourront se débrouiller. Et aussi le fait de pouvoir être encadrées, les stages c'est pas toujours évident, on rencontre des difficultés avec le personnel, ça peut arriver comme dans tout travail, hein, et la position d'étudiante n'est pas toujours facile. Et puis la naissance, c'est en général très bien, mais parfois ça ne se passe pas très bien. On peut aussi avoir des côtés négatifs. Et donc, on aime bien avoir nos étudiantes pas très loin de nous pour pouvoir aussi très vite organiser un entretien quand il y a une situation difficile et des choses comme ça. Donc, en quatrième, on estime qu'elles sont plus autonomes et qu'elles peuvent vraiment faire ça. Je vais juste rajouter peut-être par rapport au stage, je disais qu'il y avait parfois c'était difficile et des situations un peu plus difficiles. On organise des séminaires retour de stage pour chaque année. Donc c'est 2 ou 3 fois par an en fonction de, à chaque grosse période de stage, au retour, on fait des séminaires par petits groupes avec 2 ou 3 professeurs et chaque étudiant peut exprimer comment le stage s'est passé en groupe. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'il me dit ah, tiens, moi, je suis allée dans tel service, j'ai aussi eu la même chose que toi. Ou moi, non, ça a été le contraire. Et ça permet vraiment de débriefer le stage. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même assez accessible. Chaque professeur est assez accessible. Elles ont nos mails, elles ont nos téléphones aussi.
privées. Donc, elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas abuser, mais c'est vrai que parfois, on ne regarde pas les mails directement parce qu'on est en stage et tout ça. Et quand il y a vraiment une situation où l'étudiante est en difficulté, elle nous envoie un petit SMS, on la rappelle. Et donc ça, je crois que c'est une force aussi de l'équipe pédagogique, hein. C'est qu'on essaye d'avoir un accompagnement individuel. C'est un peu difficile parce qu'on a un grand nombre d'étudiants, mais on est très accessible parce elles peuvent nous contacter par SMS, par mail. Elles peuvent être à l'étranger, nous appeler aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont mises en place en dehors de ce fameux séminaire de stage. C'est ce qui ressort, pardon, souvent, hein. Je pense que c'est une des forces de l'école et certainement de la section ici. C'est cette proximité, cet accompagnement et même, je le lis parfois, cette ambiance un peu familiale au niveau des équipes pédagogiques, voilà, qui font que les étudiants se sentent vraiment soutenus, quoi. Tout à fait. C'est vraiment, je trouve que c'est pas toujours évident d'être étudiant en stage parce qu'il y a des choses difficiles et puis il y a pas mal de stress en salle d'accouchement. Je vous ai dit, quand ça se passe très mal, ben, tout le monde est un peu stressé, on peut se faire engueuler, mais parce les autres sont stressés. Et voilà, ça Oui. arrive à tout le monde. Et c'est vrai que l'étudiant ne comprend pas toujours qu'est-ce qui s'est passé, ne comprend pas la situation. Et donc, il faut vraiment bien les encadrer, enfin, vraiment bien les accompagner plutôt. Bien les accompagner parce que c'est des métiers aussi difficiles, c'est des métiers où l'humain est en première ligne. On ne peut pas toujours contrôler ses émotions. On reçoit Oui, des... avec, comme tu disais, des moments, à mon avis, qui sont hyper agréables parce qu'il y a un côté évidemment très euphorisant, gratifiant. Et puis, quand ça se passe moins bien, bah, ça doit être très intense aussi. Et donc, au niveau psychologique, pas toujours évident à bien gérer. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, j'imagine. Oui, elles ont des cours de relations d'aide. Il y a tous les séminaires dont j'ai parlé. Et puis, il y a des cours de relations d'aide. Il y a aussi pas mal de laboratoires pratiques où, par exemple, Églantine, je sais qu'il y a des laboratoires où elle commence par des séances de relaxation. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour vraiment essayer un maximum de les accompagner. Ça, je viendrai une fois alors, juste pour l'aspect relaxation. Il y a un massage aussi, hein. Très bien. Alors, je vois qu'il y a évidemment toute une série de questions qui sont plus d'ordre un peu administratif, mais par rapport à l'inscription. Donc, quelle est la procédure d'inscription? À quel moment est-ce qu'il faut s'inscrire? Ou à partir de quel moment est-ce qu'on peut s'inscrire? Donc, pour Est-ce les qu'il y a une limitation par rapport au nombre d'étudiants qui sont admis? Enfin, voilà. Oui. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la natalité en Belgique n'est pas énorme. Donc, ça, c'est quelque chose d'important que les futures étudiantes doivent savoir. Le diplôme est un diplôme européen. Et pour pouvoir justement avoir accès à ce diplôme européen, il y a un décret européen avec des conditions. Donc, elles ont un certain nombre d'actes à devoir réaliser pour avoir accès au diplôme européen. Donc, par exemple, avoir pratiqué 40 accouchements seuls, c'est-à-dire avoir fait elle-même les accouchements, avoir fait sans suivi d'un premier enfant à la maternité, sans suivi de consultation prénatale, 40 accompagnements de grossesse à haut risque. Donc, c'est des patientes qui ont des problèmes pendant la grossesse qui sont hospitalisées. Et donc, elles ont des petites fiches qu'elles remplissent à chaque fois, que nous, on valide. Et il y a tout un quota, c'est sur les 4 ans, hein, en fonction Ouais. par exemple, la salle d'accouchement, on commence en deuxième année. Donc, dès la deuxième année, elles peuvent commencer leurs 40 accouchements. Et donc, l'idée du stage au choix, c'était ça aussi. C'est comme on a, en général, parfois des étudiants par manque de chance aussi. On peut faire des gardes en salle d'accouchement et pas avoir d'accouchement. N'arrivent pas à leurs 40 accouchements. Et donc, l'idée de partir à l'étranger et tout ça, ça permet aussi de comptabiliser des accouchements là-bas et d'avoir les 40 accouchements. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Je ne sais plus pourquoi je disais tout ça. Pourquoi est-ce que Parce je qu'il y a disais... possibilité de rajouter 2 semaines si on n'a pas atteint les 40 accouchements. Donc, on n'a pas tous les actes, quoi. Ouais, voilà. Et la question, c'était les places et les inscriptions. C'était ça, hein, je pense. Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les questions, effectivement, quoi. La période d'inscription, la procédure. Voilà, je sais pourquoi je disais tout ça. C'est parce que nous, on décide de limiter le nombre d'étudiants à 55 en première année.
Parce que d'abord, c'est nous qui trouvons tous les terrains de stage pour les étudiants. Et donc, au niveau des plannings, prendre plus d'étudiants, c'est quasiment impossible de les mettre dans les hôpitaux à Bruxelles. Et comme on veut vraiment assurer ce suivi, d'aller les voir en stage, d'être sur des terrains qu'on connaît aussi, où on connaît les professionnels, ça c'est très important pour nous. C'est pour ça qu'on limite les étudiants à 55. Donc il faut savoir que dans les 55, ben, malheureusement, il y en a toujours plus ou moins une dizaine de l'année précédente qui redoublent leur année. Donc ça fait déjà plus que 45 étudiants. On garde 10 places pour des étudiants qui sont pas belges, qui viennent de l'Union européenne. Souvent, c'est des Françaises, mais ça peut être autre que des Françaises aussi. On a eu parfois des Espagnols qui venaient. Et on a donc 35 places pour les étudiantes belges qui sortent du secondaire, qui ont un autre parcours, ou qui veulent faire une réorientation professionnelle. Donc, voilà au niveau des inscriptions, des quotas. Donc, les inscriptions pour les Belges, en tout cas les résidents en Belgique plutôt, je vais dire ça, il faut regarder sur la page web de l'HELB, il y aura une date, il faudra compléter un dossier, apporter des documents et tout ça. Ça, on n'a pas encore les dates. Une lettre de motivation. Non, non, pour les Belges, il ne faut pas de lettre de motivation, pour les résidents, parce qu'elles ont un droit d'inscription en fait. Directement, puisqu'elles ont été résidentes en Belgique. Je pense que c'est minimum la résidence, doit être résident pendant 3 ans minimum avant d'être inscrit. Et pour les étudiantes françaises, ben pareil, c'est sur dépôt de dossier avec tous les documents, bac, équivalence du bac et tout ça, plein de trucs administratifs. Et puis là, on fait le choix sur lettre de motivation aussi. Pas uniquement, on regarde le parcours de l'étudiant, et tout ça. Si le dossier est complet, ça c'est vraiment quelque chose de très important pour les Françaises, c'est que la secrétaire va ouvrir le dossier et dès qu'il manque un document, on ne regarde même pas la lettre de motivation, on ferme le dossier. Et donc ça c'est vraiment important de bien compléter son dossier, d'avoir tous les documents qu'il faut et faire cette fameuse lettre de motivation aussi. Donc, première étape, c'est ça, c'est d'avoir un dossier archi complet, y compris donc cette lettre de motivation qui, de toute évidence, est assez importante. Oui, et donc je sais qu'il y a pas mal de stress par rapport aux Françaises, enfin je dis françaises, mais ça peut être aux étudiants de l'Union européenne où on reçoit le bac assez tard et il faut une équivalence. Mais tout ça, on en est bien conscient et le secrétariat guide pas mal par rapport à ça. Donc il n'y a pas vraiment de stress par rapport à ça pour avoir justement l'équivalence du bac, parce qu'il faut une équivalence pour le bac. Ouais. Donc, ok, le dossier le plus complet possible. Il y a un temps limite du coup pour le remettre. À quel moment se fait le choix final? Mais justement, parfois c'est très tard parce que je dis qu'on avait 55 places. Donc, on prend plus ou moins 10 Françaises ou 10 étudiantes de l'Union européenne. Mais parfois, il se peut qu'on ait pas assez de résidents en Belgique qui s'inscrivent ou une étudiante qui double, qui finalement dit ben, moi, je ne veux plus faire ces études-là, je veux faire autre chose. Donc, on a une place qui se libère. Et donc, parfois, c'est vrai qu'en septembre, après les délibérations, aussi après les résultats, on a un peu plus de place. Et donc, c'est parfois les étudiants qui sont de l'Union européenne, on les appelle un peu tardivement. Mais en général, elles viennent parce que faut savoir que je veux parler ici des étudiantes françaises. Pour l'accès aux études en France de sage-femme, c'est sur concours. Il faut faire une première année de médecine. C'est en commun avec médecine, pharmacie aussi. Donc, c'est assez difficile. Donc, c'est des étudiants qui sont très motivés et qui viennent quand même s'inscrire, même si la réponse est tard. Okay. Le dépôt du dossier, je vois que c'est en août et la date est sur le site. Oui, mais il faut vraiment déposer à la date exacte. Il y a une date précise, hein, mais c'est des informations qui sont remises à jour tous les ans sur notre site internet. Parce que bon, bah moi je m'occupe de la mise à jour du site, mais c'est vrai que je ne sais pas comme ça exactement à quel moment les infos sont disponibles. Il faut les voir régulièrement et je crois qu'avec aussi le contexte sanitaire actuel, on voit que les secrétaires travaillent en télétravail maintenant. Il y aura peut-être des choses qui seront mises en place parce qu'on demandait aux gens de venir déposer le dossier en personne aussi. Donc tout ça va être réorganisé, je pense. Et donc il faut vraiment rester bien connecté à la page de la HELB pour se mettre au courant. Ouais. On remettra de toute façon ici dans les commentaires à la fin les liens.
vers le site internet et aussi les contacts du secrétariat qui ont déjà été postés une fois. Mais voilà, parce que c'est sûr que ici, on essaye un peu d'expliquer la situation globale, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de figure différents, beaucoup de questions qui peuvent se poser autour de l'inscription et donc, à un moment, c'est bien de prendre contact avec le secrétariat pour avoir des réponses plus spécifiques par rapport à son cas de figure. Hein. Et surtout par rapport aux modalités de dépôt de dossier aussi. Ouais. Hein. Je pense que tout va être retardé au niveau, on le voit ici hein, avec le Covid, tout est retardé au niveau administratif pour les équivalences, tout sera un peu retardé. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à appeler le secrétariat pour dire ses difficultés quand on n'est pas en Belgique et nous, on pourra mettre des choses en place probablement par rapport à ça. Très bien. J'ai vu une question passer aussi. Quand est-ce que se passe la rentrée? Et du coup, je poserai même une autre question, parce que ça revient souvent aussi, c'est quelle est un petit peu la composition des horaires? En première année, en tout cas, j'imagine que ça change d'une année à l'autre, mais c'est quoi une semaine type? S'il y a une semaine type, hein, je veux dire, est-ce que c'est bien du lundi au vendredi? Dans quel créneau horaire se passent les cours? Alors, par rapport à la rentrée, en général, on tourne autour du 15 septembre. Mais c'est vrai que nous, on prend toujours la décision de faire rentrer les premières un jour avant, parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner et que c'est vrai que faire une rentrée pour avoir toute l'équipe pédagogique aussi, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on est pas mal, on est 17 sages-femmes dans l'équipe, mais il y en a beaucoup qui travaillent à côté, donc on essaye d'avoir une journée où il y a quasiment tout le monde pour se présenter et tout ça, et pour que la rentrée ne soit pas trop lourde aussi, on fait ça en 2 jours. Donc c'est 14, 15, ça dépend du calendrier. Ouais. Ça c'est pour la rentrée. Et puis par rapport aux cours et aux stages, en première année, les cours, c'est du lundi au vendredi. En général, c'est assez chargé, c'est de 8 à 17, voire 18 heures. Parfois, ça peut être plus court, on peut commencer plus tard, ça dépend vraiment, parce qu'on a pas mal de professeurs invités, pas mal de médecins, on a de la chance d'avoir pas mal de professeurs de la faculté de médecine qui viennent donner cours chez nous aussi, ça c'est un avantage aussi. Et donc, on doit s'adapter à eux, à leur disponibilité. Donc, en général, j'irais 8-18 du lundi au vendredi. Le samedi peut être aussi utilisé comme une plage horaire de cours. Quand il n'y a pas la possibilité d'avoir fait tel ou tel cours en récupération, il faut savoir que le samedi, il y a aussi une plage horaire de cours disponible. On essaye de ne pas l'utiliser vraiment, mais il se peut qu'on donne cours un samedi. Tout à fait possible. Par rapport au stage, en première année, on a 4 semaines de stage. Et c'est 3 semaines à la maternité, donc ça c'est chouette pour les étudiantes, et une semaine soit en école maternelle, soit dans une maison de quartier ou des choses comme ça. Donc elles ont une semaine comme ça. Donc on est 4 semaines de stage et tout le reste court. Les stages en maternité, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut dire. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on se calquait par rapport aux horaires des professionnels, puisqu'il y a les remises de garde et tout ça. Donc pour que l'étudiant puisse suivre une patiente et tout, elle doit assister aux remises de garde. Donc on peut faire des horaires. En général, on commence à 7h ou 6h45 jusqu'à 15h30, 14h30, ça dépend d'un hôpital à l'autre. Et puis on peut aussi faire des après-midi où maintenant, je vois que notamment à Saint-Pierre, on vient de changer, c'est jusque 21h45. Donc c'est quand même assez tard. Et puis il y a des nuits aussi qui sont possibles. Donc là, vraiment, on travaille comme les professionnels, enfin les étudiants travaillent comme les professionnels. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On peut faire au week-end aussi en stage. On peut être amené à être samedi, dimanche en stage. Donc ça, au niveau des stages, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très exigeant parce que on a les mêmes horaires que les professionnels. Donc ça, il faut bien savoir que on ne va pas assurer que tous les samedis, dimanches, l'étudiante est libre. Parfois, quand les étudiants job à côté, tout ça, ils envoient un mail au professeur qui fait l'horaire. On essaye de faire attention, de tenir compte. Quand on peut en tenir compte, on le fait vraiment. Quand c'est pas possible, ben voilà, on peut être amené à travailler le week-end. C'est une des questions d'ailleurs dans le chat, c'est est-ce que c'est compatible avec un job de week-end? Mais c'est vrai que parfois, elle travaille le week-end aussi. En première année, ça va parce que c'est que 4 semaines. Maintenant, je sais qu'en discutant avec des étudiants de 2, 3, 4, il y en a qui jobent aussi, hein, elles s'organisent autrement.
Mais en première année, oui, parce qu'il y a beaucoup de cours et donc le week-end, on est libre. C'est juste les stages, mais en général, elles ont leurs horaires de stage à l'avance. Elles peuvent échanger entre elles avec notre accord, c'est nous mettre d'accord, c'est nous mettre au courant. Et j'ai dit, tant que c'est possible, on peut faire un effort, mais vraiment en fonction de la capacité des places en stage aussi. Ça, c'est pour la première année. Et donc, on avait bien dit, hein, pour valider, pour pouvoir avoir accès au stage, il faut absolument avoir validé le cours de soins infirmiers généraux, plus la pratique qui est reliée au cours. Ça, c'est très important parce que l'étudiant ne peut pas du tout aller en stage et donc pas valider son année si elle n'a pas fait ses stages, hein. Et le cours de maternité qui est le cours de postpartum. En deuxième année, c'est plus ou moins 50% de cours, 50% de stage. Au niveau de l'organisation, bon, ça a beaucoup chipoté ces dernières années. On avait fait 2 semaines de cours, 2 semaines de stage, et puis une semaine de cours, une semaine de stage. Donc tout ça est en train d'être revu. On ne sait pas trop comment on va faire l'année prochaine, puisque de nouveau, là, la difficulté, c'est qu'il y a des cours en commun avec les soins infirmiers. Et donc, on doit se calquer un peu. Ça dépend vraiment toujours des professeurs, hein, des professeurs invités, et donc voir comment on organise ça. Et donc, on est plus ou moins 50-50. Là, il y a des stages en maternité. La nouveauté pour les étudiantes, c'est qu'elles vont en stage en salle d'accouchement et déjà en deuxième année pratiquer des accouchements, ce qui n'était pas le cas avant, hein. On commençait à avoir la première fois une naissance en troisième année, alors qu'on avait déjà fait 2 ans. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça, que c'est trop stressant. Et donc, ça, c'est vraiment bien qu'elles aillent en deuxième année. Il y a des stages en consultation prénatale déjà. Il y a des stages en fécondation in vitro dans les services de procréation médicalement assistée, en salle d'op, en salle de réa, au prélèvement, puisqu'elles doivent apprendre à piquer, à faire des prises de sang. Et elles ont un stage qu'on appelle médico-chir, où elles peuvent se retrouver dans un service de gynécologie, hospitalisation, hein. Et là, par contre, on peut avoir de plus en plus, hein, les hôpitaux essayent de rentabiliser la capacité des lits. Et donc, on peut avoir des patients qui viennent, patients hommes ou autres, qui viennent pour d'autres interventions. Mais ça, normalement, elles ont le bagage pour pouvoir assumer des soins, faire des pansements, enlever des drains, tout ça. Elles sont préparées pour faire tout ça. Mais donc, je dirais, il est possible qu'on fasse des études de sage-femme et qu'à un moment donné, on est amené à soigner un homme. Ça, c'est tout à fait possible parce que, et c'est important de le faire aussi parce que sage-femme, on peut avoir une patiente qui a une pathologie autre que sa grossesse et qui nécessite des soins plus spécifiques et on doit pouvoir assurer ça. Donc, on fait des soins infirmiers. En fait, on a les soins infirmiers de base sont enseignés aux étudiantes. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux formations? J'ai vu des questions qui allaient un peu dans ce sens-là, donc des étudiants ou des étudiantes qui auraient fait déjà une ou plusieurs années en soins infirmiers et puis qui veulent glisser vers sage-femme, c'est possible? Oui, c'est possible. Donc avant, c'était facile. Enfin, c'était facile. On avait fait par exemple infirmière, on arrivait en sage-femme et on arrivait en troisième sage-femme, au bloc 3. Maintenant, comme on a mis le stage de salle d'accouchement en deuxième année, les étudiantes qui sont diplômées infirmières commencent au bloc 2 parce qu'elles doivent justement récupérer le stage de maternité de première, récupérer et faire le stage de salle d'accouchement et de maternité de deuxième année. Et donc, elles sont au bloc 2, mais avec évidemment des dispenses par rapport aux cours en commun. Si elles ont validé tous les cours en commun dans leurs études d'infirmière, ça, elles verront leur programme avec justement la référente pédagogique. Il y a des dispenses et ça leur permet de prendre des cours du bloc 3, par exemple, déjà. Donc, en fait, elles commencent au bloc 2, mais elles peuvent s'avancer déjà avec des cours du bloc 3 puisqu'elles auront des dispenses. Et que je comprenne bien, c'est valable que pour ceux ou celles qui ont validé l'entièreté du bachelier soins infirmiers. C'est possible aussi pour des étudiants qui étaient en soins infirmiers en première année, qui se rendent compte que, ou ça peut être l'inverse, hein, des étudiants de sage-femme qui veulent passer en soins infirmiers. Oui. Il y a des passerelles qui sont possibles, mais ça, c'est vraiment au cas par cas et ça dépend toujours du nombre de places aussi, hein, parce que les passerelles sont des passerelles de droit, donc ça dépend vraiment du nombre de places qu'on a et des inscriptions. Donc ça dépend. Je voulais juste dire encore pour la deuxième année, j'ai dit 50% de stage et 50% de cours. Ça fait plus ou moins 10 semaines de stage. En fait, c'est 9 semaines puisqu'il y a une semaine où les étudiantes vont à Ostende
avec des professeurs. Et donc ça, on avait mis en place justement, comme il y avait des passerelles, beaucoup d'étudiants qui arrivaient par la passerelle pour créer une cohésion de groupe en fait. Et donc, c'est un peu plus. Elles ont des cours pratiques et tout ça, mais il y a des côtés aussi un peu plus cool où il y a des débats sur des films avec les professeurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment, c'est très important aussi en supérieur d'avoir des camarades de classe sur qui on peut compter, à qui, si j'ai pas pu assister au cours, qui peut vous donner les notes. Et donc, ça, on essaye de. C'était le but de ce voyage à Ostende. Augmenter la cohésion, faire connaissance. Ouais. Ouais. Il y a une question qui est là sur l'écran depuis un petit moment. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité de faire des stages supplémentaires en plus des stages qui sont déjà prévus dans la grille de cours? Il y a possibilité de faire des stages supplémentaires pendant l'été. C'est limité à 2 ou 3 semaines. Mais ça, c'est surtout en troisième, fin de troisième et en quatrième année. Parce que là, on se rend compte, par exemple, les étudiantes en fin de troisième terminent avec 3 accouchements. Elle dit, oh, je vais galérer l'année prochaine, est-ce que je peux? Et donc, en général, c'est des stages qu'elles font sur les terrains de stage où elles sont allées. Ok, donc c'est possible. c'est obligatoire ou pas? C'est-à-dire que Non, c'est pas obligatoire, c'est vraiment aux besoins de l'étudiante. ouais, Maintenant, en quatrième année, si on voit qu'on n'a pas son nombre d'actes d'accouchement, parce que j'ai dit qu'il fallait avoir ça justement pour être diplômée, il arrive que des étudiantes, après la session de juin, retournent en stage. Et là, c'est un peu obligatoire parce elles ont besoin d'avoir leur acte. Retournent en stage jusqu'en fin juin pour pouvoir être délibérées en fin juin, quoi. ouais. Non, obligatoire, je voulais dire par rapport au choix du lieu de stage, quoi. Quand c'est des stages supplémentaires comme ça. On essaie d'aller sur les terrains qu'on connaît pour l'étudiant parce que Ouais. justement, ces moments-là, elle n'est pas supervisée, elle n'est pas encadrée, donc on essaie de toujours les mettre sur les terrains qu'elles connaissent où elles sont allées en stage. Ok. Bon, j'imagine que c'est pas facile de donner des chiffres précis, mais est-ce qu'on peut donner une idée un peu du taux de réussite d'échec, que ce soit par exemple sur la première année de bachelier ou à la fin des 4 blocs? Ouf. Maintenant, c'est difficile avec le décret paysage d'avoir un taux de réussite, puisque j'ai expliqué tout à l'heure, on peut être au bloc 2, on peut même être au bloc 3 avec des cours du bloc 1 qui sont toujours pas validés. On peut être on a déjà eu le cas d'étudiants qui se retrouvent au bloc 4 avec des cours du bloc 1 qui sont pas validés. Donc, je dirais que c'est assez difficile de donner vraiment une notion de réussite. Maintenant, je pense que j'avais dit tout à l'heure plus ou moins 10 doubleurs en première année. Il y a quand même des abandons aussi, parce que j'avais dit qu'il fallait être vraiment très Ouais, motivé, parce qu'il y a des stages, sages-femmes, les infirmières, kinés, tout ça, c'est des études très exigeantes. Et je l'ai dit, humainement, c'est très prenant. Et il faut vraiment être motivé, il faut vraiment vouloir faire ça. On ne peut pas se dire je fais ça parce que voilà, j'ai commencé ces études-là et je vais terminer pour avoir un diplôme. C'est vraiment. Et donc parfois, c'est vrai qu'on a des abandons liés à la surcharge de travail ou à la motivation. On se rend compte qu'en stage, ce n'est pas ce qu'on veut faire vraiment. Donc voilà, on a quelques abandons aussi. Mais je dirais qu'au bloc 4, on a quand même. On a rarement des en chiffres, c'est vraiment particulier parce que c'est vraiment au cas par cas. C'est souvent des abandons d'étudiantes qui sont liés aussi à des difficultés personnelles ou des choses comme ça. ouais, En c'est ça. général, on a un gros taux de réussite en bloc 4, quoi, de diplômés. On a un grand taux de réussite. Souvent, hein, c'est au début qu'il faut s'accrocher, c'est les 2 premières années. Éviter, parce que c'est un peu, par rapport au décret paysage, oui, comme tu expliquais tout à l'heure, c'est parfois un peu le mauvais côté, c'est le principe des crédits résiduels, où, voilà, même en ayant certains échecs, on continue à progresser dans le bachelier, mais on se retrouve dans des situations après qui deviennent très difficiles à gérer, euh, avec des examens à repasser, parfois des matières assez lourdes. Donc ouais, c'est au début qu'il faut vraiment s'accrocher, être Ouais, tout à fait. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est bien à l'HELB. Donc, en fait, quand un étudiant s'inscrit dans des études supérieures, il paye un Minerval. Mais ce Minerval ne couvre pas évidemment son année d'études. Il y a plein d'autres frais à côté. Et donc, on reçoit de l'argent de la communauté française.
Mais à partir du moment où, par exemple, l'étudiant rate plusieurs fois la même année ou son parcours est plus long, il se peut qu'il devienne non finançable. Et non Ouais. finançable, ça veut dire que la communauté française ne finance plus l'étudiant. Et l'HELB donne l'occasion, par l'aide de motivation aussi, et rencontre avec la direction et la coordinatrice de section, de pouvoir financer cet étudiant. Donc il y a aussi cet aspect-là où il y a quand même pas mal de chances qui sont mises, parce qu'il y a des étudiants qui ont besoin de plus de temps pour faire leur étude, parce qu'ils ont des difficultés personnelles, ou parce qu'ils doivent travailler, ou parce qu'entre-temps elles ont accouché, enfin il y a pas mal de choses qui arrivent. Et Ouais. donc, cet aspect aussi qui est non finançable, mais l'HELB compense, peut pas financer, l'HELB ne peut pas financer tous les étudiants, malheureusement, ça, c'est pas possible. Mais il y a cette possibilité-là aussi, qui donne aussi plus de chances et de mettre son parcours un peu plus long que prévu. Ok. Donc, il y a une question ici, est-ce qu'il est possible de faire une année en Erasmus? Alors, Alors, une année en Erasmus, ouais, c'est un peu long. Nous, on propose 9 semaines en Erasmus. Parce que dans l'Erasmus en section sage-femme, je ne sais pas comment ça s'organise, parce que je ne suis pas référente Erasmus ailleurs, mais c'est Erasmus que pour les stages. Les étudiants ne participent pas au cours. En fait, elles vont dans l'hôpital, dans un hôpital, et elles font que les stages. Elles sont jamais en lien, seront jamais en cours avec d'autres étudiantes sages-femmes dans le pays où elles vont. Donc c'est que 9 semaines. Enfin c'est 9 semaines. est-ce qu'il y a parfois des étudiantes qui, à la fin du bachelier, partent je crois que c'est le principe d'Erasmus+, donc peuvent profiter encore un petit peu des avantages d'Erasmus pour, après l'année diplômante, encore partir à l'étranger. C'est possible, il me semble pas que chez nous, il y ait eu le cas. Maintenant, je suis pas du tout dans l'Erasmus. À côté de ça, on a aussi la bourse ARES qui permet aux étudiants de partir, par exemple, en stage au choix. Et cette bourse ARES, c'est une bourse qui permet d'aller dans des lieux, dans des pays moins développés aux étudiants. Ça, c'est bien de le savoir. Il y a des étudiantes qui sont au Burkina Faso, là, pour l'instant. Elles sont d'ailleurs dans la petite vidéo. On en parlera peut-être après. Et justement, il y a des étudiants parfois qui ne peuvent pas voyager parce que financièrement, ce n'est pas possible. Mais il y a cette bourse-là aussi, il y a Erasmus qui existe. Si on veut voir autre chose que l'Europe, il y a l'ARES. Si on veut rester en Europe, mais voir quand même autre chose, parce que l'Europe est très différente autour de la naissance, la culture est très différente. On peut aller en Erasmus. Donc, il y a pas mal de possibilités de mobilité sans avoir nécessairement un gros budget au départ. Ça, c'est vraiment important. Et, Ok. et voilà, elles sont assez bien. Il y a un service Erasmus et elles sont assez bien guidées par rapport à la gestion de leur dossier, comment les démarches à faire. On parlait du Minerval il y a 2 minutes, on peut préciser à peu près à combien il s'élève le Minerval? Il me semble, parce que ça change aussi, hein, ça, c'était 650 €, c'est possible? oui, c'était ça. Moi, j'aurais dit 600, entre 600 et 700, je ne sais plus exactement, mais je sais que ça change aussi. Donc, c'est plus ou moins ça. Oui, en général, ça reste assez proche, hein, ça reste dans la même Ouais. fourchette. Donc, il y a encore une question qui arrive ici. Peut-on faire des stages en maison de naissance? Alors, en maison de naissance, on peut faire son stage au choix, par exemple. Parce que j'avais dit qu'on avait 4 semaines de stage au choix. On peut le Ouais. faire où on veut. Finalement, on peut le faire en maternité, on peut le faire en consultation prénatale. C'est vrai que les étudiantes vont souvent en salle d'accouchement parce que j'avais dit qu'il fallait les actes, les 40 accouchements, et c'est là qu'il y a parfois des difficultés. Mais il y a des étudiantes qui sont tout à fait à l'aise avec ce nombre-là et qui ont déjà fait leur stage en salle de naissance, en maison de naissance, parfois au cocon aussi, à Erasme. Il y a la création du cocon qui est un service presque comme une maison de naissance où on fait tout de manière physiologique, mais c'est dans l'hôpital et en cas de problème, ben, elles vont en salle d'accouchement directement. Il y a des étudiantes qui en feront leur stage là-bas et en maison de naissance, tout à fait possible. Maintenant, en maison de naissance, voilà, il n'y en a pas énormément, hein. Il y en a une à Namur, une à Felouis maintenant, et une à la Louvière, mais donc ça limite fortement les places. Donc, Il y a un si on veut aller projet en maison de là, naissance, il faut s'y prendre à l'avance, hein. il y a peut-être une création de maison de naissance sur Saint-Gilles, j'ai entendu, ça serait sympa pour Oui, les étudiantes. Et alors, j'ai pas précisé tout à l'heure parce que j'ai pas fini avec les stages. En quatrième année, il y a des stages en postpartum. Donc, le postpartum, c'est la maternité, mais les étudiantes ne vont plus du tout en maternité à l'hôpital. On a changé ça et on les met en soins à domicile avec une sage-femme indépendante.
puisque de plus en plus, elles vont être amenées à s'installer comme indépendantes. Donc ça, on a mis en place où elles peuvent déjà suivre une sage-femme indépendante. Donc ça, c'est aussi une petite nouveauté d'il y a quelques années. Donc Ok. voilà. Voilà, Charline qui dit, tiens, est-ce que j'ai déjà fait 2 stages à l'hôpital, dont un à la maternité, est-ce que ça peut favoriser mon admission? Est-ce que ça fait partie dans la lettre de motivation dont on parlait tout à l'heure, des éléments qui sont pris en compte? Tout à fait. Pourquoi Tout à pas, fait. oui. Ça peut être une motivation. Ça, on peut le mettre en avant. Maintenant, on est bien conscient des difficultés des étudiantes françaises. Si on pouvait prendre tout le monde, on prendrait tout le monde. Malheureusement, on ne peut pas parce qu'on l'a expliqué, lié à la capacité des locaux aussi. Les laboratoires se donnent en petits groupes, à la capacité des professeurs et tout ça. Donc voilà, on essaye vraiment de prendre, malheureusement par l'aide de motivation, parce que ça nous paraît une des manières les plus objectives de choisir plutôt que juste sur des pots de dossier. Et donc oui, si on a fait des stages avant, en maternité, ça peut être un atout. Je voulais remercier aussi, vous avez, je pense, des étudiantes, ou anciennes étudiantes, non étudiantes, je pense, qui réagissent dans le chat et donc qui répondent à certaines questions, qui se Super. rendent disponibles. Donc, Mathilde, Laurine, donc voilà. Merci en tout cas de venir nous épauler parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc c'est sympa de venir échanger en direct dans le chat. Alors, Nawel, ah non, on est passé sur une autre question. Il y a Barbara, pour faire notre Noël stage au choix avec une sage-femme libérale. Tout à fait. J'ai dit qu'on avait une grande liberté par rapport au Ouais. stage au choix. Le nom le dit, on choisit là où on va aller. Il faut quand même rester dans le domaine de nos compétences, mais on peut tout à fait faire son stage au choix avec une sage-femme libérale. Nawel se porte volontaire pour être contactée. Elle est infirmière et elle a fait la passerelle. Donc, voilà. Oui, Ah, Naomi super. est ravie. Oui, voilà, c'est une étudiante qui a fait la passerelle, qui est en deuxième année, mais qui a pris des cours de troisième année avec des dispenses. Donc, elle peut vraiment bien Bah expliquer. voilà. Voilà. Je Nous ne sais plus sommes- qui ça concernait parce qu'il y avait une ou deux jeunes filles qui posaient la question avec assistance, donc elles peuvent prendre contact alors. Pour les inscriptions des passerelles, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on doit s'inscrire en même temps que les inscriptions normales? Moi, je conseille toujours de prendre contact avec Martine Volon, qui est la coordinatrice de section, parce qu'elle a une liste où elle met le nom des étudiantes qui prennent contact ou des infirmières diplômées pour les passerelles. Et donc, elle, en fonction de ce qui se libère et tout ça, elle arrive à organiser ça. Donc, moi, je n'attendrai pas les inscriptions officielles. Il faudra s'inscrire de toute façon. Mais déjà, contacter Martine Volon, la coordinatrice de la section sage-femme. Pour ce type de cas. Ouais, ouais, parce que je sais qu'il y a des étudiants, des infirmières qui n'ont pas été prises l'année passée, qui attendent, donc il y a quand même une liste par rapport Ok. à ça. Alors, tu parles de la coordinatrice, donc dans les liens, et on la remettra, ils sont déjà intervenus 2, 3 fois dans le chat, mais on les remettra dans les liens du secrétariat, vous avez les deux, donc vous avez vraiment les coordonnées du secrétariat et de la coordinatrice dont tu viens de parler. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Ben voilà, en gros, pour les stages, je pense qu'on avait fait plus ou moins le tour. En quatrième année, qui est une année au bloc 4 assez lourde au niveau des stages, puisqu'on est 3 quarts en stage, 1 quart en cours. Il n'y a que 8 semaines de cours, je pense. Donc, au niveau cours, c'est assez light, mais il y a le travail de fin d'études et beaucoup de stages aussi, et des stages au choix, des stages à l'étranger, elles partent en Erasmus. Donc, c'est une année assez lourde. Donc là, attention de bien s'organiser et pas oublier le travail de fin d'études qu'elles doivent présenter. Je ne sais pas si on avait un peu détaillé le travail de fin d'études. Est-ce que c'est un sujet libre? Est-ce que... Donc, en fait, oui, on a une liste de sujets qui ont été faits les 5 dernières années. Donc, en général, les étudiantes, elles peuvent choisir leur sujet, elles présentent ça à leur référente de travail de fin d'études, et cette référente-là va voir si le sujet a été abordé durant les 5 dernières années, puisque les choses évoluent. On peut avoir traité un sujet il y a 10 ans et que les choses ont évolué. Et puis l'aspect aussi, parfois on peut garder le sujet, mais orienter autrement pour pas avoir de redites par rapport à ce qui a déjà été réalisé. Donc ça, il y a quand même pas mal de liberté par rapport à ça. On ne réalise pas d'études dans le travail de fin d'études. On fait surtout
un état de lieu de toute la bibliographie qui existe par rapport à ce sujet-là. Elles ont une question de recherche au départ. Elles font des recherches bibliographiques avec des articles scientifiques. Et puis, il y a toute une réflexion, discussion par rapport, pour répondre justement à leurs questions de recherche. Mais on ne fait pas d'études, on ne distribue pas de questionnaires et tout ça par rapport à d'autres travails de fin d'études. On n'est pas du tout là-dedans. Par contre, elles ont droit à avoir un expert scientifique dans le domaine qu'elles doivent trouver en général elles-mêmes pour leur travail de fin d'études. Parfois, elles viennent nous voir en nous demandant, tiens, madame, je fais tel sujet, je sais que vous avez travaillé dans tel hôpital, qui vous me conseillez pour ce sujet-là. Et donc, on arrive parfois à leur trouver aussi, comme on a des contacts, des experts. Mais les experts, ça peut être des sages-femmes, ça peut être des psychiatres, ça peut être des anthropologues, ça peut vraiment, parce que le travail de fin d'études, ça peut être vu, c'est pas uniquement obstétrical, donc c'est pas uniquement lié sur l'obstétrique proprement dit, ça peut être des sujets de psycho un peu, d'accompagnement du deuil par exemple, hein, on a Ok. parlé tout à l'heure. Donc c'est très vaste et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a des experts et des approches assez riches en fait. C'est un travail qui est forcément individuel ou ça peut éventuellement se faire en binôme? Ça se fait en binôme pour l'instant. Maintenant, on revoit ça, hein. Chaque année, on fait une évaluation de ce qu'on a proposé aux étudiants, des résultats Ouais. qu'on a eus et donc on change, hein. Faut pas se calquer sur ce qui a été fait cette année parce qu'on revoit chaque année, hein. Il y a des groupes de travail dans l'équipe pédagogique. Tout est revu chaque année, les laboratoires, les simulations, les scénarios. On travaille chaque fois là-dessus et donc peut-être que je vous dis quelque chose aujourd'hui et que l'année prochaine, ça changera encore. C'est comme les stages en première année en maternité. Les étudiantes qui sont au bloc 4 ou qui étaient diplômées l'année passée n'avaient pas connu ça. Donc ça bouge beaucoup. On essaie toujours d'adapter en fonction des nouvelles lois qui rentrent en vigueur aussi, la formation. Ouais, et puis je suppose que le Covid a aussi un peu changé la donne et pourrait encore un peu la changer pour la suite, même quand on va revenir à une situation plus normale. Nous, on s'est battu quelque part pour garder la supervision de stage. Donc, malgré le Covid, les étudiants sont en stage, ça c'est une chose, mais nous, on va aussi les voir en stage. Ça, donc, il y a toujours ce contact-là et ça, c'est vraiment important parce que avec le Covid, justement, tout le monde est un peu en télétravail et c'est compliqué pour les étudiants et elles sont fort isolées. Donc, il y a cet aspect-là. Tout ce qui est simulation est gardé aussi en présentiel. Donc ça, on garde. Et tous les laboratoires pratiques, on les a gardés en présentiel. Ça demande toute une organisation, hein, parce qu'on organise avec des petites bulles d'étudiants. Ça nous a pris beaucoup plus de temps, mais au moins, on garde un contact comme ça. Et en tout cas, normalement, l'année prochaine, même si on est dans ce cas de figure-là, on gardera ça en présentiel, sauf si vraiment grosse catastrophe. Mais les cours pratiques, elles ne doivent pas trop s'inquiéter. On a essayé de s'adapter. On a fait des vidéos aussi des cours pratiques qu'on a postés sur eCampus, donc notre plateforme d'échange avec les étudiants. On poste les cours. Donc il y a pas mal de choses qui ont été mises en place par rapport à ça. Et donc ce Covid, c'est vrai que c'est hyper embêtant et tout ça. Mais après, on se rend compte qu'on a mis des choses en place qui pourront être utilisées, même si on revient complètement présentiel. Des outils comme des vidéos des labos, on n'avait pas ça. Et ça, on pourra, pour les révisions, pour les étudiantes, ça c'est sympa quand même. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un des aspects positifs, hein, je le ressens dans d'autres de nos formations aussi, c'est que finalement, ben, on a développé aussi des manières, des outils pédagogiques qu'on n'utilisait pas ou peu, et on se rend compte que ben, ça peut venir complémenter en fait ce qu'on faisait déjà avant. Et donc bon, c'est un des aspects, même si on se serait bien passé de la situation globale, mais un des aspects positifs pour la suite. Ok. Je vois qu'il y a écrit est-ce que les enseignants proposent des syllabus dans les questions. Je vais peut-être répondre à ça. Enfin, parce que c'est une question qui me vient comme ça. Donc, il y a une liberté de l'enseignant par rapport à son cours. Donc, soit il y a une prise de notes, soit il y a un syllabus. En général, le premier cours, on donne les objectifs du cours. C'est comme ça qu'on présente hein, son cours. On donne ses objectifs. On donne les modalités de l'évaluation de l'examen. Et alors, on dit s'il y a un syllabus ou pas, toujours au début. Et donc, s'il y a un syllabus, normalement, ce syllabus-là doit être posté sur eCampus, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est la plateforme où on met, par exemple, les horaires de cours ou les étudiants ont leurs cours qui sont accessibles. Et donc, ça, c'est posté sur eCampus.
Maintenant, la prise de notes reste quand même quelque chose d'important, supérieur. Parce Ouais. qu'on peut avoir un syllabus, puis et on donne beaucoup d'exemples de cas cliniques et tout ça, et parfois c'est bien de prendre note parce qu'on a un peu plus de choses dans la prise de notes. Oui, puis on s'approprie autrement aussi la matière qui est donnée, hein, quand on la réécrit avec ses mots et enfin, De toute façon, s'il y a un syllabus, il est mis sur eCampus. C'est une obligation du professeur aussi de OK. poster son syllabus sur eCampus. Je pense que c'est une question qui avait déjà été, débattue, mais peut-on faire plusieurs stages pendant les 4 semaines de stage au choix? Est-ce que ça peut découper, en plusieurs lieux de stage? Oui, il y a des étudiantes même qui partent à l'étranger, qui font 2 semaines en salle d'accouchement, puis qui finalement disent on a envie de faire 2 semaines en consultation prénatale, et qui parfois changent même de ville, hein, Ouais. qui sont en Afrique et qui changent de ville. Ça, c'est tout à fait possible. Les stages au choix, ça se fait toujours avec une convention du terrain de stage. Tant que nous, on a les conventions, on sait où est l'étudiante, il y a une convention avec l'hôpital ou le terrain de stage où elles vont, il n'y a pas de souci, elles peuvent organiser ça comme elles veulent. Parfait. Mais écoutez, moi je pense qu'on a répondu à la plupart des questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui finalement sont un peu redondantes, vont un petit peu dans le même sens. Il y a beaucoup de questions évidemment au niveau des stages et au niveau des formalités d'inscription. Donc à moins qu'il y ait encore une nouvelle question qui apparaisse maintenant, je pense on va pas tarder à clôturer. Maintenant, n'hésitez pas, donc pour toutes les questions qui sont plus d'ordre inscription administrative, etc., on l'a dit, hein, on a mis les coordonnées, allez voir sur le site, contactez le secrétariat. Pour des cas plus particuliers en termes de passerelles, etc., vous pouvez contacter la coordinatrice, Madame Volon, dont les coordonnées sont sur la même page que le secrétariat. Concernant les dates, donc là, je pense qu'il y a des informations qui vont devoir être mises à jour, mais qu'on n'a pas encore pour l'instant. Je pense aux dates de remise de dossier. Donc là, je vous conseille alors de voir la page en question au niveau des inscriptions sages-femmes sur le site de la HELB et de venir voir régulièrement. Et voilà. Maintenant, je tâcherai d'y penser, peut-être aussi d'indiquer cette information sur les réseaux sociaux le jour où le site sera mis à jour. Comme ça, cette information sera plus facile aussi à retrouver et à partager. Voilà. Et puis, on reste disponible. Donc, même si le live est clôturé, vous pouvez encore poser vos questions en commentaire ou sur la page Facebook et on tâchera d'y répondre le plus rapidement possible ou de les relayer à qui de droit. Et donc, je voulais encore faire deux remerciements. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux étudiantes qui sont dans le chat et qui, je vois, ont répondu à pas mal de questions et se sont même parfois donné leurs propres coordonnées pour pouvoir justement encore aiguiller derrière. Donc ça, c'est vraiment super. Et du coup, encore un grand merci à Bouchra et à Églantine de s'être connectés avec moi ce soir. Je pense que c'était assez long, assez complet. Je pense qu'on a abordé vraiment énormément d'aspects autour de ce bachelier sage-femme. Donc, merci Merci à beaucoup. toi, Olivier. Et peut-être juste dire un petit mot, parce que je vois qu'il y a des étudiantes en live. Donc, on avait fait une vidéo de témoignages Oui, d'étudiantes. Voilà. Et donc, je voudrais juste m'excuser auprès des étudiantes. J'avais dit on le mettrait pendant le live et finalement, ce n'était pas possible d'un point de vue technique. Mais que cette vidéo-là n'est pas perdue, n'a pas été réalisée pour rien et qu'on la mettra probablement sur YouTube. Hein, c'est ça, Olivier? oui, tout à fait. C'est ma faute hein, si elle n'est pas encore diffusée. Non, Non, mais c'est la mienne effectivement, on aussi va. parce que Non, non, j'ai mais fait le montage. on va effectivement un petit peu l'habiller. Il y a encore une ou deux petites interventions techniques au niveau du son sur la vidéo et on va, oui, on va la diffuser. On a notre chaîne YouTube, on a Facebook, on a Instagram, donc on va la diffuser parce qu'en soi, donner la parole comme tu l'as fait, comme vous l'avez fait ici aux étudiants, de manière à ce qu'elles puissent un peu s'exprimer en vidéo, surtout pour l'instant, on a vraiment besoin de s'exprimer. Donc non, je trouvais justement que c'était une démarche super intéressante et que ça donne voilà, on peut faire un live ici de 3 heures. Ça donnera encore un autre aspect de la formation, de donner la parole comme ça aux étudiants et aux étudiantes. Donc non, non, on va diffuser ça d'ici peu. Voilà, bah, génial. Merci aux étudiantes qui ont participé à la vidéo. Merci à toi, Olivier, pour ta patience.
Et merci à mon collègue Damien aussi qui est en back, qui monitore tout ça, qui change nos écrans, qui renvoie les questions, etc. Parce que... On ne va pas faire ça, Églantine, parce que on est déjà deux mains gauche là, de l'informatique. Mais donc voilà, c'est super sympa et c'est chouette de quand même faire cette journée porte ouverte parce que c'est une tradition, hein, même je veux dire au-delà des inscriptions, c'est toujours chouette d'échanger, de répondre aux questions, de montrer aussi ce qu'on fait, ce qu'on met en place. Et donc ça, c'est vraiment chouette pour nous aussi en tant qu'enseignants. Tout à fait. Ouais. On aimerait bien accueillir les gens en présentiel, on aimerait bien les rencontrer, voilà. Mais bon, on désespère pas. Hein. Je pense qu'avant le début de la prochaine année académique, on aura quand même l'occasion de mettre des rencontres et des visites de campus en place. Et là aussi, on communiquera dès qu'on verra les possibilités réelles de le faire, puisqu'on envisageait ça pour fin avril, mais maintenant la donne à nouveau un petit peu changé. Mais bon, on va, voilà. Mais dès qu'il y a des choses avec un minimum de certitude, on les rester en contact sur notre page Facebook, Instagram, etc., puisqu'on communiquera dès que ce sera possible. Je vois le petit mot de les meilleurs profs du monde, rien que ça. On prend, hein, vu le contexte actuel, moi je prends tous les compliments. Hein. J'en ai vu pas mal des compliments passer par rapport à l'équipe pédagogique, donc voilà, c'est... On a des étudiants très sympas aussi. On doit dire qu'on essaie vraiment d'avoir un climat de confiance et de respect et elles nous le rendent bien aussi, vraiment. Mais ça se sent, rien qu'à travers le live ici, dans les échanges qu'il y a eu, la présence dans le chat, etc., ça se ressent immédiatement. Voilà. Bon ben voilà, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Encore un grand merci. Merci à toi, Olivier. Merci, à bientôt pour les futurs étudiants. Qui était présent, c'est aussi sympa d'avoir été présent pour poser des questions et être là pour dans cette petite JPO, journée porte ouverte, voilà. Voilà, ben, je vois le dernier commentaire. Là, ce live donne envie d'intégrer l'école. Tout est dit. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci Églantine, à bientôt. Au revoir. À bientôt.